Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo conseil d'écriture. Il y a quelques mois, je scrollais tranquillement sur Instagram quand je suis tombée sur le message d'une personne qui s'interrogeait sur les points de vue narratifs. J'ai cliqué sur le message, Instagram m'a redirigé vers Thread, cette nouvelle application que j'évite comme la peste depuis que j'ai cédé à la tentation de créer un profil. Je suis arrivée sur Thread et j'ai pu lire le message de cette personne et les conversations que ce message a occasionnées. Et ça m'a permis de réaliser à quel point les points de vue narratifs peuvent être mal compris. Dans cette vidéo, j'aimerais donc expliquer ce que sont les points de vue narratifs, vous présenter les points de vue narratifs internes, les désavantages et les avantages de chacun, et dans une deuxième vidéo, vous parler des points de vue externes. En général, les points de vue narratifs, c'est pas un sujet que j'aime beaucoup aborder parce que c'est un sujet qui est beaucoup plus complexe qu'il n'en a l'air, mais je pense que c'est quand même super important de bien comprendre les points de vue narratifs si on a envie d'écrire un roman et de publier un roman. Donc dans cette vidéo, je vais faire de mon mieux pour les expliquer. Si vous avez des commentaires, des remarques ou des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires sous la vidéo. Ceci étant dit, c'est parti, rentrons dans le vif du sujet. Donc commençons par une petite définition. Les points de vue narratifs, qu'est-ce que c'est exactement? Alors dans un récit, la narration peut se faire selon différents points de vue ou focalisations. Vous l'aurez sans doute remarqué, il y a certains romans qui sont écrits à la première personne et il y a d'autres romans qui sont écrits à la troisième personne. C'est ça qu'on appelle les points de vue narratifs. Dans un même roman, il peut aussi y avoir plusieurs points de vue narratifs. Par exemple, dans la 5e saison de N.K. Jemisin, elle utilise la deuxième personne, la troisième personne, la première personne et aussi le nous. Mais dans la plupart des livres, il y a généralement une focalisation ou un point de vue narratif principal. Bien comprendre les différents points de vue narratifs, donc les avantages, les désavantages de chaque point de vue narratif, comprendre aussi comment les utiliser, donc qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec chaque point de vue narratif est selon moi super important puisque ça va influencer la manière dont on va raconter l'histoire. Donc ça va influencer aussi la manière dont les lecteurs vont percevoir l'histoire. Quand j'étais au collège, on m'a expliqué les points de vue narratifs à l'aide de ce schéma que j'ai redessiné pour vous. Ce schéma m'est resté en tête pendant des années, du coup je me suis dit que j'allais aussi l'utiliser pour vous expliquer les points de vue narratifs. Je ne sais pas du tout comment ils sont expliqués de nos jours au collège, peut-être même qu'ils sont même plus expliqués au collège, je ne sais vraiment pas comment fonctionne le système éducatif de nos jours. Donc je vais essayer de vous les expliquer de la manière dont ils m'ont été enseignés parce que ça m'a permis de bien les comprendre, ça a bien fonctionné pour moi, donc je vais assumer que c'était la bonne manière de les enseigner. Alors tout d'abord, on m'a expliqué qu'il y a deux grandes catégories de points de vue narratifs. La première, c'est les points de vue internes et la deuxième, les points de vue externes. Quand on utilise un point de vue interne, on raconte l'histoire de l'intérieur de l'histoire, donc en faisant partie de l'histoire. Alors que lorsqu'on utilise un point de vue externe, on raconte l'histoire de l'extérieur de l'histoire ou alors on raconte l'histoire en étant au-dessus de l'histoire. Les points de vue internes incluent donc la première personne du singulier, donc le je, la troisième personne interne, la première personne du pluriel, le nous, et la deuxième personne, c'est-à-dire le tu ou le vous. Les points de vue externes, quant à eux, incluent la troisième personne omnisciente et la troisième personne externe. Il est possible de combiner plusieurs points de vue, notamment la troisième personne omnisciente avec un point de vue interne. Par exemple, dans le roman La voleuse de livres, c'est une troisième personne omnisciente combinée avec une troisième personne interne. Mais ça, c'est un sujet un petit peu plus compliqué et j'en reparlerai dans ma deuxième vidéo sur les points de vue externes quand je vous présenterai le point de vue omniscient. Donc le premier point de vue interne que l'on peut utiliser est la première personne, c'est-à-dire le je. De nos jours, beaucoup de romans jeunes adultes sont écrits à la première personne. Je dirais même que c'est presque le point de vue par défaut de la littérature jeune adulte aujourd'hui. Par exemple, Hunger Games, 200 lettres de rage, La fileuse d'argent, etc., etc. Il y a tellement d'exemples. La majorité des romans jeunes adultes de nos jours sont écrits à la première personne, selon moi. Et à nouveau, c'est super intéressant parce que moi, quand j'étais jeune, la majorité des livres jeunesse que je lisais étaient écrits à la troisième personne. Donc je trouve ça super intéressant qu'aujourd'hui ce soit la première personne qu'on retrouve vraiment dans toute la littérature jeune adulte. Je vais être honnête avec vous, je ne suis pas super fan de la première personne. J'aime la première personne quand elle est utilisée pour souligner le manque de fiabilité du narrateur. Donc par exemple dans l'Assassin Royal de Robin Hobb, c'est l'une de mes premières personnes préférée, ou encore dans Empire of the Vampire de J. Christophe. L'utilisation de la première personne dans ce roman est vraiment là pour souligner le manque de fiabilité du personnage principal. Donc quand on utilise la première personne, on adopte le point de vue d'un personnage de l'histoire. Généralement le personnage principal, mais il peut arriver qu'on adopte le point de vue d'un personnage secondaire. Par exemple, dans les romans de Sherlock Holmes, la personne qui raconte c'est Watson, mais le personnage principal c'est Sherlock Holmes. Dans le cas d'une première personne, le narrateur de l'histoire est donc un personnage à part entière de l'histoire. Quand on utilise une première personne,
personne, la narration est donc limitée à ce que sait et perçoit le personnage dont on adopte le point de vue. On ne peut pas dire ce que les autres personnages pensent, à moins que ce personnage soit capable de lire dans les pensées. On ne peut pas non plus présenter des choses que ce personnage ignorerait. Tout ce qu'on peut révéler au lecteur, c'est ce que ce personnage, lui, sait. Quand on se sert de la première personne, le style d'écriture doit aussi imiter la voix de ce personnage dont on adopte le point de vue. On devrait partir du principe que c'est lui qui raconte l'histoire. Donc on devrait raconter l'histoire de la manière dont ce personnage-là raconterait l'histoire. Il y a plusieurs avantages à utiliser la première personne, mais la principale est la proximité que ce point de vue narratif crée avec les lecteurs. Lorsqu'on écrit à la première personne, les lecteurs sont littéralement dans la tête d'un personnage. Donc ils sont très proche de ce personnage, il ne pourrait pas être plus proche de ce personnage. Ça rend automatiquement la narration très immersive. Maintenant, le principal désavantage de la première personne est que c'est un point de vue très restrictif. Comme je l'ai dit, quand on utilise la première personne, on ne peut parler que de ce que le personnage sait. On ne peut pas révéler des choses que ce personnage ne sait pas, et on ne peut pas non plus dire ce que les autres personnages pensent, ni ce que les autres personnages sont en train de vivre. Alors personnellement, j'ai toujours pensé que la première personne était l'un des points de vue les plus difficiles à utiliser. Je sais qu'en ce moment, il est très populaire, mais mon opinion sur le sujet n'a pas changé. Pourquoi? Parce que c'est très difficile d'adopter complètement la voix et le point de vue d'un personnage. On peut choisir de ne pas adopter complètement la voix de ce personnage, mais à ce moment-là, la narration va sembler manquer de profondeur. Le deuxième point de vue narratif interne que l'on peut utiliser lorsqu'on écrit un roman est la troisième personne interne. Souvent, la troisième personne interne est confondue avec la troisième personne omnisciente. J'ai remarqué que souvent les gens ont du mal à faire la différence entre les deux. Donc je vais essayer de l'expliquer pour que ce soit un peu plus clair. Donc quand on écrit à la troisième personne interne, on adopte le point de vue d'un personnage comme lorsqu'on écrit à la première personne. Comme avec la première personne, quand on utilise la troisième personne interne, on ne sait que ce que le personnage dont on adopte le point de vue sait. On ne peut pas révéler des informations que ce personnage ignorerait. Par exemple, dans mon roman La respiration du ciel, pendant la majorité du livre, l'histoire est racontée à la troisième personne interne du point de vue d'Olive. Les lecteurs ne peuvent savoir que ce qu'Olive sait et ne peuvent percevoir que ce que Olive perçoit. Alors, il existe des troisièmes personnes internes très rapprochées et des troisièmes personnes interne un petit peu plus distante. Une troisième personne très rapprochée va vraiment être presque comme une première personne, sauf que ça va être une troisième personne. Donc le texte peut aller jusqu'à reprendre la voix du personnage dont on adopte le point de vue. On retrouve de bons exemples de troisième personne rapprochée dans la série Le Trône de Fer, dans laquelle on a accès au point de vue de différents personnages, mais c'est toujours à la troisième personne interne. La troisième personne interne, tout comme la première personne, est donc un point de vue plutôt limité. Le principal avantage d'une troisième personne interne est sa flexibilité. Avec une troisième personne interne, c'est assez facile de passer du point de vue d'un personnage au point de vue d'un autre. On peut aussi se rapprocher beaucoup des personnages, donc être pratiquement dans la tête, dans le corps des personnages, et on peut aussi s'éloigner des personnages et être très distant, tout cela dans le même chapitre, dans le même paragraphe. Donc ce point de vue narratif offre beaucoup de flexibilité. Alors selon moi, il y a très peu de désavantages à utiliser la troisième personne interne. Dès qu'on comprend comment elle fonctionne, dès qu'on comprend comment utiliser une troisième personne interne très rapprochée, utiliser une troisième personne interne très distante, c'est super facile d'adopter ce point de vue narratif. Vraiment, je pense pas qu'il y ait beaucoup de désavantages à utiliser la troisième personne interne. Nous allons maintenant passer à deux points de vue internes qui existent, mais qui sont beaucoup plus rares que la troisième personne interne et la première personne. Il s'agit de la deuxième personne, donc le tu, parfois le vous, et de la première personne du pluriel, le nous. Alors la deuxième personne est un point de vue assez particulier parce que, par nature, c'est une extension du je. Quand on utilise le tu, c'est qu'il y a forcément un je quelque part qui va se servir du tu. C'est juste que l'emphase est mise sur le tu. La deuxième personne peut être employée pour diverses raisons. Dans les cas où le personnage principal raconte l'histoire directement au lecteur et veut l'interpeller, ou encore dans le cas où le personnage se parle à lui-même mais veut créer une distance entre la version de lui qui raconte et la version de lui à laquelle il raconte l'histoire. C'est un point de vue qui est mystérieux par nature parce que comme je l'ai dit, quand on va lire un tu, on va se demander qui est en train de nous interpeller. Donc qui est le je qui se cache derrière ce tu. On va aussi automatiquement se demander pourquoi l'auteur a décidé d'utiliser le tu. Donc par défaut, c'est un point de vue qui est mystérieux et qui va susciter des interrogations. Il existe d'ailleurs peu de textes entièrement écrits à la deuxième personne. Généralement, la deuxième personne va être utilisée en combinaison avec un autre point de vue narratif. Par exemple, dans la 5e saison de N.K. Jemisin, il y a certaines parties de l'histoire qui sont écrites à la deuxième personne, mais pas tout le livre. Dans Le Cirque des rêves de Erin Morgenstern, il y a aussi certaines parties qui sont écrites à la deuxième personne, mais c'est seulement certaines parties de l'histoire. La majorité de l'histoire n'est pas écrite à la deuxième personne. C'est un point de vue qui peut être intéressant
utilisé pour souligner certaines choses. Dans la 5e saison, ce point de vue est utilisé parce que le personnage principal de l'histoire veut créer de la distance entre celle qu'elle était avant et celle qu'elle est maintenant. Donc elle raconte son histoire en utilisant le tu. Au lieu de dire je, elle dit tu pour parler d'elle-même parce qu'elle veut créer une distance entre cette version d'elle et celle qu'elle est maintenant. Le gros désavantage de ce point de vue, c'est qu'il n'est pas très courant. Donc on n'a pas l'habitude de le lire, donc c'est un point de vue qui peut être difficile à écrire et c'est un point de vue que les gens peuvent trouver difficile à lire aussi parce qu'ils n'ont pas l'habitude de le lire. Le nous maintenant. Alors c'est un point de vue qui est tout aussi rare que le tu, voire même plus rare que la deuxième personne. La plupart du temps, on n'utilise pas le nous seul, on va l'utiliser en combinaison avec d'autres points de vue, comme pour le tu. Le nous représente un collectif, donc c'est moi et d'autres, ou moi et un autre. Quand on utilise le nous, en fait, on veut faire ressortir les attributs du groupe, donc ce qui unit certaines personnes. Donc c'est un point de vue très intéressant si on parle d'un groupe et qu'on veut vraiment faire ressortir la notion de groupe. Je ne connais pas beaucoup d'histoires qui soient écrites à la première personne du pluriel, mais en faisant des recherches pour cette vidéo, j'ai trouvé 2 livres qui utilisent donc le nous. Ces livres sont Certaines n'avaient jamais vu la mer de Julie Otsaka et Virgin Suicide de Jeffrey Eugenides, je ne sais pas comment se prononce son nom. Je n'ai pas lu ces livres, seulement les résumés de ces livres, mais d'après ce que j'ai compris, c'est des livres qui parlent de groupes. Donc le premier livre parle d'un groupe de femmes et le deuxième d'un groupe d'adolescentes. Donc je théorise que le nous est utilisé dans ces livres-là pour faire ressortir cette notion de groupe. En montant ma vidéo, je me suis rappelé du roman Les Abysses de Rivers Solomon que j'ai lu l'année dernière, si je ne me trompe pas. Dans ce roman, il y a plusieurs passages qui sont écrits au nous et ce sont des passages qui sont justement utilisés pour faire ressortir le groupe. Donc c'est un livre qui parle de sirènes, entre autres, et le nous est utilisé dans ces passages pour montrer que les sirènes sont unies et forment une seule entité en quelque sorte, lorsqu'elles sont toutes connectées les unes aux autres. Donc dans ce cas-là aussi, le nous est utilisé pour montrer que l'individu s'efface au profit du groupe. Sinon, le nous peut aussi être utilisé comme le jeu sous la forme du nous de majesté. Donc si on écrit un livre du point de vue d'un roi ou d'un dieu, ça peut être intéressant d'écrire en utilisant le nous. Je dirais que les désavantages du nous sont assez similaires à ceux du tu. C'est un point de vue qui n'est pas très utilisé de manière générale, donc les lecteurs ne sont pas habitués à le lire et ils vont automatiquement se demander pourquoi ce choix si un jour ils lisent un livre écrit au nous. Voilà, nous avons fait le tour des points de vue internes et comme je l'ai dit, je vais faire une autre vidéo dans laquelle je vais vous parler plus spécifiquement des points de vue externes, en particulier du point de vue omniscient parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce point de vue. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair si vous aviez un peu de mal à comprendre les points de vue narratifs. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, si vous l'avez trouvée utile et si vous pensez qu'elle pourrait aider une autre personne, n'hésitez pas à la partager. Pour conclure, je pense que la meilleure manière de bien comprendre les points de vue et de bien comprendre comment les utiliser, c'est de lire. De lire beaucoup de livres, des livres différents qui utilisent des points de vue différents. Comme ça, vous saurez instinctivement ce qui peut être fait avec chaque point de vue et ce qui ne peut pas être fait. Bon voilà, j'ai tout dit. Portez-vous bien tout le monde et on se retrouve très très vite. Bye!